Good Morning Business. Le débat. On a l'impression qu'il a fallu qu'elle se le répète, Christine Lagarde, pour se convaincre. Oui. Inflation, 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 Nicolas Dos. Et qu'elle répète le calendrier aussi. C'est temporaire et puis ça va s'estomper un peu plus tard que prévu. Bon, mais quand même. Le discours est quand même moins dans le déni qu'au moment de l'été. Il y a une forme de réalité. Oui, ça va durer, mais ça va bien se passer en 2022. Et pour l'instant, je ne touche pas à ma politique monétaire. Et elle confirme ce qu'on sait déjà, que le programme de rachat d'actifs exceptionnel lié à la pandémie va s'éteindre normalement en mars 2022 et prendra ensuite... la suite sera prise par l'autre programme qui est effectivement moins important en termes de montant et un peu moins flexible. Alors c'était une réelle question sur l'inflation. Et aujourd'hui, on a une prise de position très nette de Jacques Attali, qu'on ne présente pas, il écrit dans les Échos que... il voit, lui, ce qu'il appelle l'inflation discontinue arriver et que d'ici 1 à 2 ans, on va se faire rattraper par la vraie inflation et que ça va atteindre jusqu'à 8 à 10%. Alors, il explique que c'est toujours l'histoire de ces petits pépins de santé que l'on préfère ignorer et puis qui un jour vous rattrapent et puis ça se finit mal et parfois sans préavis. Alors voilà le déroulé de son raisonnement qui le conduit à imaginer que d'ici 1 à 2 ans, on peut atteindre 10% d'inflation. D'abord, il dit pour l'instant, on a un choc d'offres, ok, ce sont les marges des entreprises qui absorbent ce choc d'offres. Parce que la concurrence est là. Mais il y a un moment où le coût des intrants, les coûts de production vont tellement augmenter que certains acteurs dans l'automobile, dans l'alimentaire, vont donner le signal. Vont craquer. Et à partir du moment où il y en aura un qui aura craqué, parce que tout le monde vit ces hausses de prix, eh bien, on va avoir une vraie répercussion, dit-il, sur les prix. Et donc, tout le monde suivra. Et élément suivant, à partir de ce moment-là, dit-il, l'arme des taux sera devenue inopérante. Parce que c'est son avis, et l'avis de Jean-Marc m'intéressera. Parce qu'il dit on sera arrivé dans un moment où l'arme des taux ne permet plus de freiner l'inflation et ne peut produire que de la stagflation. C'est effectivement freiner l'activité sans réussir à lutter contre l'inflation. Et donc il arrive à la conclusion qu'il n'y a que 2 options, une fois que cette inflation telle qu'il l'imagine s'est installée à 8 ou 10%, soit on indexe les salaires, donc ça veut dire que là vous avez la fameuse boucle que pour l'instant personne ne voit vraiment arriver, soit dans ces cas-là, dit-il, les États devront pratiquer des politiques d'austérité pour sauver leur peau. Voilà la prévision de Jacques Attali. Bon, Jean-Marc il n'est pas Daniel. banquier central. Jean-Marc Daniel ? Oui, non, tout ça n'a pas grand sens à mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que un des enjeux de ce qui se passe en ce moment, ce sont les contorsions intellectuelles des banques centrales pour justifier pourquoi elles ont changé de mission par rapport aux missions qui leur sont affichées. La mission pourquoi elles ne bougent pas alors qu'il y a de l'inflation ? Mais il n'y a pas d'inflation. Il y a de l'inflation à court terme, mais il y en a quand même. Non, mais c'est pas ça. Il y a des hausses de prix, mais il n'y a pas de prix. L'inflation, c'est une hausse durable et générale des prix. Il n'y a pas de hausse générale et elle n'est pas durable puisqu'un certain nombre de prix, notamment des matières premières, ont commencé à baisser. Sauf que l'indicateur, vous avez raison, Jean-Marc. Après, l'indicateur, c'est 2% pour les banques centrales. Oui, absolument, absolument. Mais alors après, vous avez donc les banques centrales ont dit, est-ce que c'est 2% instantanément ou est-ce que c'est 2% sur la durée du cycle ? Bon, vous avez quand même tout le discours assez célèbre de Ben Armki à la faculté de Tokyo où il explique comment on gère effectivement sur la durée du cycle le taux d'inflation et comment les 2% doivent être compris. Ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, encore une fois, c'est que par rapport à ce que vous dites, il est vrai qu'il y a une perception et un discours qui consiste à dire mais méfiez-vous, l'inflation est de retour. Les banques centrales, elles ont changé totalement de mission. Elles se sont donné une nouvelle mission. Alors la banque centrale, elle est un monopole, elle est supposée être indépendante, donc elle est supposée se caler sur les missions historiques que lui auraient été données. Et donc elle est obligée d'expliquer vis-à-vis de ses mandants qu'elle continue à garder cette idée que l'inflation, ce sera son cœur de cible, l'essentiel de son action. Mais comme il n'y a pas d'inflation, c'est pas la peine de lui demander de faire quoi que ce soit. Parce que ce qu'elle cherche à faire maintenant, c'est d'utiliser, je pense, l'héritage historique du quantitative easing en disant j'ai maintenant 2 outils clairement identifiés qui sont le rachat de titres, notamment de dette publique, et qui sont l'évolution des taux, et je dois les consacrer à répondre à la réalité économique qui est plus ou moins de l'inflation, mais dont je dois dire fondamentalement que ce n'est pas de l'inflation et dont le véritable enjeu, c'est résorber la dette publique. Je rappelle quand même qu'une banque centrale, ça avait été créé à la fin du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, pour résorber la dette publique. Ça est passé au XIXe siècle à une mission de gestion du stock d'or. C'est passé au XXe siècle à une mission de lutte contre l'inflation. Je pense qu'il n'est pas aberrant qu'on se pose la question de savoir quelle peut être la mission d'une banque centrale du XXIe siècle. Et donc, en ce sens, je trouve que la BCE est assez habile, parce qu'elle dit, oui, inflation, vraiment, bon, mais on va continuer les programmes d'achat. Et je maintiens le discours,
la chose la plus intéressante qui a été produite à ce sujet, ça reste quand même la conférence du gouverneur de la Banque d'Angleterre de fin septembre, où il explique bien que désormais, le quantitative easing va passer du statut de non conventionnel à conventionnel, et que l'enjeu, c'est effectivement à quoi on utilise le quantitative easing pour résoudre les problèmes qui sont les vrais problèmes qui se posent à l'heure actuelle à l'économie mondiale. C'est intéressant, je pensais que vous défendriez coûte que coûte les missions anti-inflation des banques centrales. Vous êtes prêt à bouger ? Mais je suis prêt à bouger à partir du moment où les circonstances... Je maintiens, encore une fois, ce n'est pas un problème. Et le rôle de la Banque centrale, c'est de faire comprendre aux gens qu'elle n'a pas forcément trahi sa mission, mais que sa mission est nouvelle parce que les problèmes sont nouveaux. En tout cas, c'est passionnant. On est à 3,4% d'inflation en septembre en rythme annuel en zone euro, 4,6% en octobre en Allemagne. C'est plus que prévu. C'est un niveau jamais vu depuis 1993. On a eu d'assez fortes hausses sur les taux à 2 ans et les taux à 5 ans depuis le début du mois. Et il y a eu une très forte hausse du taux à 10 ans italien jeudi dernier. Donc il se passe quand même des bricoles, même si le discours veut rester très rassurant. Non, mais ces hausses de taux sont normales. C'est pas un problème d'inflation, c'est un problème de remonter le niveau des taux à leur niveau naturel, qui est taux d'intérêt égal taux de croissance. CQFD. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.